Bonjour tout le monde, nous sommes Christiana, Yenzi et Emna, alias Fatalité Stellaire, et nous allons vous éclaircir sur le sujet des supernovas en vous présentant leur rôle au sein de l'univers, leurs mécanismes d'action, leur classification spectrale et enfin l'impact d'un tel phénomène s'il était pour survenir près de notre planète. Imaginez-vous couché dans un champ, loin de la pollution visuelle de la ville, en train de balayer le ciel nocturne parsemé d'étoiles. Vous apercevez alors une étoile d'une brillance aveuglante surgir dans un coin alors qu'elle n'y était pas il y a quelques heures. Ce que vous observez est un phénomène fascinant, mais très rare au sein de notre galaxie, une supernova. Ce feu d'artifice cosmique caractérise la fin violente de l'évolution d'une étoile massive qui explose spontanément avec une augmentation spectaculaire et rapide de la luminosité au point de rivaliser avec les étoiles les plus brillantes de la galaxie. Dans la Voie lactée, 3 supernovas ont été observées au Moyen Âge, en 1006, 1054 et 1181, et deux autres à la fin de la Renaissance en 1572 et 1604, mais aucune depuis l'invention du télescope. La supernova de 1054 a laissé le rémanent connu sous le nom de nébuleuse du Crabe, dont vous venez d'en voir l'animation. Le terme nova, introduit par l'astronome Tycho Brahe, qui observa celle de 1572, signifie nouveau en latin et désigne une étoile dont la luminosité augmente brusquement et considérablement. C'est l'astronome Fritz Zwicky qui a ajouté le préfixe super pour caractériser l'intensité de l'explosion cataclysmique. Mais à quoi sert-elle vraiment? Les scientifiques ont découvert que les supernovas jouent un rôle clé dans l'histoire de l'univers. Né du Big Bang, celui-ci était constitué seulement d'hydrogène et d'hélium à l'état primitif. Ce sont les étoiles, de par la nucléosynthèse au cours de leur lente évolution, qui sont les créateurs des éléments que nous connaissons. Mais ce sont surtout les supernovas qui ont ensemencé l'univers de cette richesse chimique en rejetant dans le milieu interstellaire les éléments lourds synthétisés durant la vie de l'étoile ainsi qu'au moment même de l'explosion. Ces éléments ont voyagé pour former tout ce qui compose l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui, étoiles, planètes et humains inclus. Notre propre corps est donc porteur des restes de ces explosions lointaines. Les supernovas façonnent également le cosmos via l'énergie déployée dans le milieu interstellaire. Elles jouent un rôle important dans l'évolution physique des galaxies par l'organisation de la matière et par le recyclage de celle-ci. Les rémanents de supernovas forment de gigantesques bulles de gaz chaud, appelées nébuleuses, aux frontières desquelles se forment de nouvelles étoiles. La figure 1 montre la région centrale de la nébuleuse de l'Aigle, plus précisément les piliers de la création, photographiés par le télescope Hubble, qui est une véritable pouponnière d'étoiles. Les rayons cosmiques produits dans les coquilles des restes de supernovas ont aussi une influence sur le climat et ont probablement des effets durables sur l'évolution de la vie. Il a même été suggéré que les neutrinos provenant d'explosions de supernovas auraient pu affecter la structure moléculaire des acides aminés dans le système solaire, influençant ainsi l'émergence de la vie sur Terre. Enfin, les supernovas sont utilisées pour mesurer les distances cosmologiques grâce à leur grande luminosité et leur apparence relativement uniforme. Des mesures soigneuses de ces distances permettent aux astronomes de cartographier à quelle vitesse l'univers est en expansion et de ce fait déterminer son âge, la courbure de l'espace et des indices sur le destin de l'univers. Le paramètre mesuré de cette manière s'appelle la constante de Hubble, qui nous indique le taux d'expansion de l'univers à un instant donné. Maintenant que vous êtes familier avec les rôles de ces fatalités stellaires explosives, il est temps de vous expliquer comment elles se produisent. Il existe deux principaux mécanismes d'explosion permettant la formation d'une supernova. Le premier processus, correspondant au type 1A, découle d'une explosion thermonucléaire d'une naine blanche, considérée comme un cadavre d'étoile. Les 1A s'accomplissent dans un système binaire, où une naine blanche et une géante rouge, plus légère que celle-ci, se trouvent proches l'une de l'autre, tel qu'illustré dans la figure 2. Lorsqu'elles sont assez proches, la géante rouge, attirée par la gravité de la naine blanche, se déforme par débordement du lobe de roche et lui transfère son surplus de matière. Du coup, la naine blanche initialement stable augmente en masse et dépasse la limite critique de Chandrasekhar, soit de 1,4 fois celle du Soleil, et ainsi devient instable et s'effondre. La matière comprimée s'échauffe, ce qui fait augmenter la température au cœur de la naine blanche, composée principalement de carbone, déclenchant la combustion nucléaire menant à une déflagration brillante. Un autre scénario probable est lorsque deux naines blanches sont attirées l'une vers l'autre et que l'objet formé dépasse la limite de Chandrasekhar pour ainsi causer l'effondrement gravitationnel. Le deuxième processus qui cause les supernovas de type 1b, 1c et 2 est une implosion d'une étoile massive.
Lors de la vie de l'étoile, les fusions nucléaires font en sorte qu'elle obtienne un cœur constitué de fer, le noyau atomique le plus stable, dans lequel il est impossible d'extraire de l'énergie. Comme vous pouvez l'observer sur la figure 4, ce noyau est enveloppé de couches externes d'éléments de plus en plus légers jusqu'à l'hydrogène. Lorsque la masse du cœur de l'étoile dépasse la limite de Chandrasekhar, celle-ci devient instable et s'effondre, car elle ne génère plus une pression de radiation assez importante pour empêcher l'écrasement des couches supérieures sur le cœur. En s'effondrant, sa densité atteint la densité nucléaire. C'est alors que le cœur se contracte et chaque noyau de fer est détruit en 26 protons et 30 neutrons, ce qui comprime les électrons et les protons afin de transformer toute la matière du cœur en neutrons et neutrinos qui sont des particules de faible masse. Ceux-ci traversent le centre de l'étoile facilement et emportent avec eux la majorité de l'énergie dans l'espace, laissant seulement 1% dans la région de gain, une zone externe qu'ils réchauffent. Lorsque la matière comprimée atteint une densité élevée, les neutrons ne peuvent se comprimer davantage et exercent une résistance à la gravité, c'est-à-dire un rebond où le principe d'exclusion s'applique. Tel qu'illustré sur la figure 3, ceci cause une onde de choc qui s'étend vers l'extérieur de l'étoile et repousse les couches externes, mais celle-ci continue de tomber vers le cœur. En raison du principe de la conservation de la quantité de mouvement, la vitesse de l'onde augmente lorsqu'elle traverse les couches de densité de plus en plus faibles. Donc, lorsqu'elle arrive à la couche d'hydrogène, la matière est éjectée vers l'extérieur à des vitesses qui peuvent atteindre la moitié de celle de la lumière. Cette combustion nucléaire forme une étoile à neutrons, car le cœur constitué de matière neutronique reste présent et peut s'agrandir par l'ajout de matière des couches externes du noyau de l'étoile. Sachant maintenant qu'il existe plusieurs types de supernovas, vous allez ainsi voir les critères qui sont utilisés pour les classifier. Les supernovas sont tout d'abord classées en deux grands groupes selon la présence ou non de raies d'hydrogène dans leur spectre, mesurées peu après l'explosion, c'est-à-dire la phase photosphérique où les raies sont vues en absorption, tel qu'illustré sur le schéma dans la figure 5. Ainsi, les supernovas de type 1 sont caractérisées par l'absence d'hydrogène dans leur spectre, tandis que les supernovas de type 2 en présentent. On peut affiner la classification de type 1 en définissant les supernovas 1A, 1B et 1C comme suit. Une supernova de type 1A ne présente pas de raies d'hydrogène dans son spectre, mais possède du silicium. Exemple de ce type, la SN 2006X. En absence de silicium, on considère la présence d'hélium. Une supernova de type 1B présente des raies d'hélium, tandis qu'une supernova de type 1C ne présente pas de raies d'hélium. Pour définir les sous-groupes dans les supernovas de type 2, la domination ou non des raies d'hydrogène est utilisée, ainsi que l'aspect des courbes de lumière, c'est-à-dire la variation de l'éclat en fonction de la durée, ce qui nous permet d'identifier les supernovas de type 2B qui se caractérisent par la présence dominante des raies d'hélium sur l'hydrogène, exemple de ce type, la SN 1993J, et les supernovas de type 2 normal qui se caractérisent par la domination des raies d'hydrogène et la présence des raies d'hélium, lui-même subdivisé en deux types comme suit, selon l'allure de leur courbe de lumière. Le type 2L, L pour linéaire, dont la luminosité décroît exponentiellement, et le type 2P, P pour plateau, dont la luminosité diminue peu au cours des 2 mois suivant leur explosion. Pour conclure, les supernovas jouent un rôle capital dans le bon déroulement de la complexification de la matière, dont nous sommes nous-mêmes l'aboutissement. Vous savez maintenant qu'il existe deux principaux mécanismes qui produisent une supernova. Le premier résulte de l'explosion thermonucléaire d'une naine blanche, et le second de l'implosion d'une étoile massive, qui est encore le siège de réaction nucléaire au moment de l'implosion. Ainsi, des générations entières d'étoiles naissent et meurent, laissant place à un recyclage cosmique dans toute sa fatalité. Ces explosions sont parmi les événements les plus énergiques de l'univers. Ainsi, à quelle distance l'explosion d'une supernova pourrait-elle anéantir l'humanité ? Selon les dernières recherches, la distance de sécurité est de 10 parsecs, c'est-à-dire 33 années-lumière de la Terre. Les rayons gamma que produit une supernova sont responsables de la plupart des effets destructeurs qu'elle pourrait avoir. En effet, ces rayons gamma induisent une réaction chimique dans la haute atmosphère, convertissent l'azote moléculaire en oxyde d'azote, ce qui dégrade la couche d'ozone et nous laisse exposés à des rayonnements solaires nocifs et cosmiques comme les ultraviolets. Les prochaines candidates les plus proches sont l'étoile Bételgeuse, située dans la constellation d'Orion, à 600 années-lumière de la Terre, ainsi que l'étoile 1K Pégasi, qui fait partie d'un système binaire situé à environ 150 années-lumière de notre système solaire. On peut alors dire que nous sommes en sécurité, du moins pour le moment. Nous vous remercions pour votre écoute.